J'ai une dépendance qui, en ce moment, en plus, me fatigue, c'est la dépendance à la France. La vision politique du pays et la croissance en France est faible et la situation politique est juste dramatique. Donc on subit tout ça. Et oui, la réponse est oui, on va développer le groupe dans les années à venir à l'étranger. Tu as dit même, on est dans une entreprise patrimoniale. Jusqu'où ça va, patrimonial? C'est quoi la suite? C'est quoi la vision de l'entreprise, alors cette fois-ci à très long terme? Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je ne sais pas si mes enfants seront en responsabilité dans l'entreprise demain. Au niveau exécutif, il faudra que ce soit les meilleurs qui s'occupent des opérations. En revanche, ce qui est important, c'est que Bon, c'est une magnifique chance de pouvoir discuter avec toi, Samuel. Actuel est sur beaucoup de sujets dans l'actualité. Il y a plein de gens qui vont encore découvrir des choses dans les échanges qu'on va avoir aujourd'hui. C'est un groupe qui a atteint une taille très importante ces dernières années à très grande vitesse et on va essayer de découvrir comment et pourquoi. Mais c'est un groupe aussi qui est extrêmement diversifié. Ça, c'est assez rare dans notre monde du travail temporaire ou du staffing de manière générale. Et ça aussi, ça va être un point d'attention qu'on va s'attacher à essayer d'éclaircir ensemble. Donc peut-être pour commencer cette séance, peut-être te laisser la main pour présenter à la fois Actual et peut-être aussi toute son histoire. très bien, merci. Bonjour à tous les deux et je suis aussi ravi de passer ce moment. Finalement, il y a peu d'occasions de prendre son temps pour parler de notre métier. Je voulais commencer par vous remercier de toute l'attention que vous portez à tout ça parce que c'est important. Merci. Alors, l'histoire d'Actual, j'ai envie de dire, c'est une histoire assez classique d'une agence d'emploi, d'une société de travail temporaire qui s'est créée dans les années 80-90, 91 précisément, créée par mon père, Gérard Actual, qui, comme ça se produit souvent d'ailleurs dans ce secteur, était un professionnel du travail temporaire. Il est tombé dedans assez tôt, par hasard, comme beaucoup. Il a fait une première partie de carrière professionnelle dans différentes entreprises. Eco, pour commencer, devenu Adecco, où il avait créé la région ouest d'Adecco. Parce que ce qui est important de préciser, c'est que nous sommes mayennais, originaires de la Mayenne, à Laval précisément. Et puis, après, il avait rejoint une entreprise grenobloise qui était en plein développement, qui s'appelait RMO et qui n'avait aucune agence dans l'ouest de la France. Et il a créé le secteur, la région RMO. Et à un moment donné, il s'est dit, grâce à l'expérience RMO, peut-être que le moment est venu d'entreprendre et de créer sa propre structure. Et c'est ce qu'il a fait en 91 en créant une entreprise qui s'appelait Service Intérimaire Mayennais pour faire de l'intérim en Mayenne. Et son idée, c'était pas de faire le groupe tel qu'il est aujourd'hui, mais c'était de faire de l'intérim de proximité avec un esprit de proximité, de service aux entreprises locales. Et puis, au fil du temps, il a eu une dizaine d'agences, mais il était en fait, il n'y avait pas de structure. Il était super chef d'agence, de 10 agences. Il faisait les chèques des intérimaires le week-end à la maison. Enfin bon, voilà, c'était les années 90, c'était comme ça. Et puis moi, de mon côté, je sors de l'école en 91, après une école, une filière assez classique, Sciences Éco et puis école de commerce. Et comme j'avais entendu parler du travail temporaire toute mon enfance à la maison, je voulais tout faire sauf du travail temporaire. Donc, je me suis lancé dans l'édition, dans l'orientation scolaire et l'insertion professionnelle. Et on a, avec un ami, lancé une maison d'édition qu'on a développée pendant une dizaine d'années. Et en 2001, j'avais dans mes annonceurs un opérateur qui était numéro un en France du télémarketing. C'était un moment où le télémarketing évoluait et les centres de relations clients venaient d'apparaître en France. Les premiers call centers sont arrivés en 95 en France. Et cet industriel m'avait fait part de la nécessité d'avoir des compétences sur ces call centers qui étaient très différents des compétences que l'on avait dans les agences de télémarketing traditionnelles. Agence de télémarketing, c'était l'émission d'appel, c'était plutôt des étudiants. Mais les premiers call centers ont créé ce métier de conseiller clientèle, qui était finalement le premier contact avec l'entreprise pour les clients. C'était des compétences qui étaient très recherchées, et on a eu l'idée de créer une agence d'emploi, un cabinet de recrutement. Et l'industriel me dit, il faut absolument qu'on crée une structure de staffing, de recrutement pour les call centers, parce que ce métier mérite d'être promu, et il y a des besoins de volume très, très importants.
Et donc, il me fait part de son besoin et avec ce besoin, je lui mets en relation mon père et cet industriel, et très vite, l'idée de créer Call Intérim, la première société de travail temporaire spécialisée dans les call centers apparaît. Simplement, mon père me dit: «Je ne vais pas m'associer avec ton copain industriel si tu t'en occupes pas» et l'annonceur, me dit: «Je ne vais pas m'associer avec ton père si tu t'en occupes pas» et je me retrouve, président de Call Intérim malgré moi, à ce moment-là et je développe Call Intérim en complémentarité de la maison d'édition et en 2001, mon père a 10 agences d'intérim généralistes en province et moi j'ai 5 agences d'intérim spécialisées plutôt dans les grandes villes et en faisant du bateau, l'été, en Bretagne, on partage tout ça, et on se dit: «Mais c'est quand même dommage de rester, l'un à côté de l'autre comme ça sans créer ce lien». Parce que finalement, même si on opère de façon différente, c'est quand même le même métier et c'est comme ça que naît l'idée de créer le groupe actuel. On a discuté de ça pendant l'été. On a écrit le projet, d'entreprise, en septembre. On l'a présenté à des investisseurs, en octobre et les investisseurs ont validé, en décembre. Donc, ça s'est fait sur un temps très court et le projet consistait tout simplement à dire: «On a 15 agences. Si on veut faire ce métier de façon intéressante, il nous faut des moyens, il nous faut des supports», avec un projet qui était de passer de 15 agences à 100 agences, en 10 ans. C'est ce qu'on a fait. En 2011, on avait 100 agences et à ce moment-là, nous vient, spontanément l'idée de dire: «On va faire un nouveau projet à 10 ans, actuel 2021» et à ce moment-là, mon père me dit: il était jeune, hein, il avait, un peu plus de 60 ans, mais il me dit: «Je me sens pas repartir pour 10 ans. On fait ce projet de 2021 si tu prends le manche et on organise la succession de l'entreprise» et je prends la présidence de l'entreprise en 2013 pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui, donc un réseau de 600 agences. Alors tu dis que nous sommes très gros. Non, je pense pas que nous sommes très gros. Nous sommes, c'est une entreprise, voilà, une PME qui est devenue une belle ETI, indépendante, qui opère, dans différents domaines. Mais je pense que nous avons encore une capacité de développement très, très, très importante. Excellent. Dès le départ, entre toi et ton père, il y avait deux morceaux d'intérim différents, ton père plus généraliste et toi plus spécialisé. Mmh. Et aujourd'hui, on voit chez Actuel beaucoup de types d'emplois différents avec de l'insertion et cetera. Par rapport à des modèles plus spécialisés, on a reçu, Fabrice Faure de LIP, par exemple, qui est sur, des spécialités uniquement. Enfin, qu'est-ce que tu penses de cette diversification? Est-ce qu'elle est très importante? Et pourquoi cette stratégie d'être très, très, très large sur le marché du recrutement? En fait, mon père, lui, était un professionnel du travail temporaire. Donc lui, il opérait pour, son projet, c'était de faire de l'intérim et de développer, son réseau en proximité. Moi, je vous l'ai dit, au départ, je n'avais pas vocation à faire ce métier et finalement, j'ai toujours considéré que le travail temporaire n'était pas une finalité, mais plus un moyen. Et très tôt, moi, ce qui m'a fait changer d'avis finalement, et le regard sur, cette activité, c'est que j'ai très tôt perçu que les agences d'emploi jouaient un rôle incroyable dans l'intermédiation sur le marché du travail pour rapprocher offre et demande, qu'on avait on avait des solutions qui apportaient de la liberté et la sécurité avec le mode salariat pour les personnes, de la flexibilité et de la sécurité pour les entreprises. Si on voulait permettre au plus grand nombre d'accéder à l'emploi, le sujet de l'évaluation, le sujet de la formation, le sujet du recrutement, pouvait aussi répondre à différents publics. Et quand on est jeune, heu, junior ou senior, quand on est très expert dans son domaine ou si on est non qualifié, la nature de la réponse n'est pas nécessairement la même. Et donc, je souhaitais très tôt qu'on ait une offre qui permette de répondre aux différentes situations et c'est ça que nous avons fait dans le cadre de ce projet stratégique que nous avons fait sur les 10 années. Le marché, il a beaucoup changé. Le marché, il s'est beaucoup transformé avec, des acteurs qui ont fait surface. En tout cas, tu vois, c'était une croissance, Mmh. solide et robuste qui a évidemment profité de la croissance du marché parce que le marché a cru dans ces dernières années. Mais c'est aussi en prenant des parts de marché à l'intérieur de ce monde qui lui-même a cru. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus fondamental qui se passe autour du marché et de la croissance de ces acteurs, je veux dire qui étaient avant des acteurs de taille moyenne et qui deviennent des acteurs de plus en plus gros. Alors il y a plusieurs, natures de réponses et il y a différents sujets. Bon,
Déjà, l'entreprise, effectivement, le projet que nous avons porté, s'est fait à partir d'un développement en croissance externe et en croissance, organique. Et le constat que je fais, en regardant un petit peu dans le rétroviseur, c'est que nous avons tout le temps surperformé par rapport au marché. Donc on a été plus performant que le marché. Moi, je suis assez convaincu, en fait, j'ai une forme d'intuition sur le fait que c'est par l'engagement, des collaborateurs que ça se joue. Parce que finalement, il y a pas de barrière à l'entrée dans ce enfin, très faible pour créer des agences d'emploi, et on a beaucoup de petits acteurs d'ailleurs. On a c'est un marché qui reste très atomisé, hein. C'est vrai que c'est un marché qui se concentre d'un côté, voilà, les entreprises, se vendent, les réseaux se développent aussi et cetera. Mais il y a aussi ça se régénère, automatiquement à la base. Et le marché de l'intérim, c'est une tour Eiffel avec une base très, très large et puis évidemment, plus on monte, plus les marches sont hautes. Hem, donc les petits acteurs opèrent très bien de façon très qualitative, là où ils sont présents. Alors ou dans la niche, dans la spécialité qu'ils portent, ou localement. Et puis il y a les gros qui répondent aussi, à certains besoins, ce qu'on appelle les majeurs, parce que leur dimension internationale, leur processus et cetera répond à certains enjeux, de certains clients. Bon, et je constate que les entreprises ont besoin, d'entreprises, enfin de prestataires de taille intermédiaire qui, en complémentarité, heu, de ces acteurs, internationaux qui répondent à ces critères-là, leur apportent un niveau de service de proximité qui est de nature un peu différente, qui peuvent aussi aller chercher, en termes d'innovation, des offres sur mesure qui répondent mieux à leurs besoins. Et donc, ils viennent spontanément nous chercher. Donc, très tôt, à côté des majors, on a trouvé une place assez naturelle. Alors, d'ailleurs, moi, je suis très convaincu par la politique de l'offre, en fait. Enfin, je crois pas beaucoup à la politique de la demande, qui consiste à dire: «Tiens, on va faire une étude de marché pour voir, ce dont les clients ont besoin et on va apporter une réponse aux besoins des clients», parce que ça, c'est tout le monde le fait. Donc j'ai envie de dire, si tout le monde étudie la même chose en même temps, tout le monde apporte la même solution, donc c'est pas différenciant. Moi, je préfère qu'on s'appuie plutôt sur nos points forts et puis innover, par des réponses, qui peuvent apporter des choses différentes, aux clients. Donc là où je voulais en venir, c'est que très tôt, on a été intéressé par les questions de l'insertion. Alors l'insertion, dans le groupe actuel, c'est arrivé un petit peu par hasard. On a repris une entreprise, alors pour le coup, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, une entreprise en difficulté, une entreprise d'insertion. Mais pour la petite histoire, c'était une entreprise qui avait été créée par des politiques qui voulaient avoir, une offre, sociale, localement et cetera. Ils étaient c'est une association défaillante. Je me suis proposé de leur rendre service en reprenant cette structure-là pour essayer, de les sortir de la situation dans laquelle ils étaient. Bon. Une association qui faisait de l'intérim d'insertion. Très tôt, je leur dis: «Vous savez, le mode associatif me paraît pas le bon format. C'est pas parce qu'on fait de l'insertion, qu'on ne doit pas être efficace et qu'on ne doit pas être profitable». Ça grattait les oreilles, hein, au début quand j'ai commencé à dire ça à ces personnes qui étaient pas habituées à ce qu'on leur parle comme ça. Je J'ai très vu aussi qu'ils avaient beaucoup de doutes sur la sincérité, des propos. Et je me suis engagé vis-à-vis d'eux en disant: «Mais vous savez, voilà, je vous propose de transformer l'association en structure commerciale. On va faire du profit, vous allez voir. Mais le profit, on va pas l'utiliser pour rémunérer les actionnaires, on va le servir pour développer l'activité et investir dans les moyens pédagogiques et puis dans les outils». Et à la fin de la première année, on avait réussi à retourner, basculer, l'entreprise et la rendre profitable. Et 100 du résultat a servi à acheter des mobylettes pour les prêter et les filer aux candidats à l'emploi qui avaient des problématiques de mobilité. Et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre de la pertinence, du modèle. Et au fil du temps, nous sommes devenus le premier acteur de l'intérim d'insertion en France. Et quand on porte un engagement qui consiste à dire, on opère sur le marché du travail, mais avec une cible qui est on s'adresse au plus grand nombre, le fait de s'intéresser à ceux qui sont les plus en difficulté, avec des taux de réussite de 78% de sorties positives. C'est juste remarquable. Moi, j'avoue que je suis très fier de ça. C'est une offre qui est aussi, différente parce que quand on va voir un client et qu'on lui dit,
Monsieur le client, en matière d'insertion, d'inclusion, est-ce que vous avez des engagements? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous faites? Ou est-ce que vous souhaitez être accompagné pour avoir des vraies réponses dans ce domaine-là? Là, enfin, on est peu à finalement à pouvoir apporter ce type de solution et j'avoue que l'accueil, dans la plupart des entreprises est plutôt, intéressante et bah, ça contribue aussi à nous distinguer, des autres. Moi, je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, toujours un immense challenge de croître par, croissance Oui, externe. Et vous avez fait des croissances externes incroyables parce qu'en fait, vous avez acheté des entreprises aussi de taille conséquente dans lesquelles faire une intégration est toujours d'une grande complexité. Et qu'est-ce qui a fabriqué et qu'est-ce qui continue de fabriquer la réussite d'Actual dans cette capacité? Ah, on a effectivement, poussé le bouchon un petit peu loin parce que notamment, en 2021-2022, on a acheté des entreprises plus grosses que nous. Donc c'est effectivement, c'est au moins de la même taille. Donc effectivement, c'est pas naturel comme démarche. D'abord les entreprises, quelles qu'elles soient, on s'était quand même assuré qu'il y avait une forme de complémentarité en termes d'offres, de maillage et cetera. On n'a pas repris des structures qui étaient en frontal avec nous. Pour l'intégration, c'est quand même mieux. Que le sujet des valeurs, de l'entreprise était enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'opposition ou d'antinomie, sur un certain nombre de principes de fond, sur la conception du métier et sur les valeurs portées par les équipes. Même si parfois, on perd des surprises, parce que derrière parfois derrière un même mot, on donne pas le même sens. Donc ça, c'était intéressant d'ailleurs à constater et à creuser. Et une fois qu'on s'est assuré de ça, je pense que la clé, c'est le projet. À partir du moment où on a un projet, qui est d'abord suffisamment ambitieux pour être motivant, que le projet il est partagé et bah, ça met tout le monde en mouvement et ça donne pour moi, ça donne du sens. Le sens, pour moi, il y a 3 composantes. C'est où on va, pourquoi on y va et en principe, il y a un troisième ingrédient qui est juste essentiel, c'est que quand on dit où on va et pourquoi on y va, ça doit procurer une émotion positive. Si l'émotion n'est pas positive, je veux dire, c'est sens contraire. Enfin, pour le coup, ça fait fuir. Mais quand c'est positif, ça met en mouvement et ça motive. L'avantage aussi, dans une entreprise, comme la nôtre, c'est que nous sommes 100 indépendants. Donc comme on est indépendant, moi j'ai pas de contraintes à court terme. Le grand luxe d'une entreprise patrimoniale, c'est que, bah, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. J'ai pas l'obligation de faire un résultat, à 3 mois pour faire plaisir à je sais pas qui, au marché et cetera. Donc on n'a pas de contrainte de performance à court terme. Donc ce qui est intéressant, c'est la performance à moyen long terme. Évidemment que dans le cadre du projet, si on veut assurer la pérennité de l'entreprise, bah, il faut qu'on soit performant. Mais on n'a pas de contrainte à court terme. Donc si on dit: «Il y a pas de contrainte à court terme», qu'on donne le sens et qu'on explique ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait, bah, on arrive à embarquer tout le monde et en principe, les uns les autres, y compris ceux que l'on intègre, au projet, perçoivent assez rapidement les bienfaits, les bénéfices qu'ils peuvent en avoir. On retrouve cette notion, de long terme aussi et de vision, Mmh, et de projet commun dans lequel, vous ancrez les choses. Une fois qu'on a une vision commune, on chacun fait sens à l'intérieur de cette bien vision, sûr. qu'on a contrôlé, qu'on avait une culture suffisamment proche pour pouvoir agir ensemble. Il reste des détails à régler, les détails, c'est des détails opérationnels dans l'exécution. Mais la vision, une fois qu'elle est plantée, qu'on connaît qu'on a une culture commune et qu'on a un projet qui peut fonctionner ensemble, bah, on a tous les ingrédients pour réussir des Bien sûr, bien intégrations. sûr. Oui, bien OK. sûr. Et est-ce que tu as d'autres projets de, croissance externe, peut-être, à l'international? On a une taille qui commence effectivement à être intéressante en France. On a néanmoins des territoires où je trouve que notre présence n'est pas suffisamment importante, donc on a du développement organique à faire. On a potentiellement encore un peu de croissance externe à faire parce qu'il y a des spécialités que j'aimerais bien, acquérir, mais effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'importe aussi, c'est, dans le projet, c'est la pérennité de l'entreprise. La pérennité de l'entreprise passera par sa performance, durable, mais aussi par son indépendance,
qu'il faut absolument préserver et cultiver. Et je coche plein de cases aujourd'hui où je me dis, voilà, je ne suis pas dépendant d'un client, je ne suis pas dépendant d'un secteur géographique, d'un secteur d'activité, etc. Donc tout va bien, d'un banquier, d'un partenaire financier. Donc on est indépendant. Mais j'ai une dépendance qui, en ce moment, en plus, me fatigue, c'est la dépendance à la France. Parce que quand on est dans un pays comme la France, avec la situation politique et économique, alors vous savez aussi que mais tout le monde le sait, notre activité est très dépendante de la conjoncture. Donc la conjoncture, il y a des grands mouvements, il y a des tendances structurelles, etc. Mais il y a aussi la conjoncture qui est en lien avec les politiques qui sont menées. Et je ne vous fais pas de dessin en ce moment. La vision politique du pays et la croissance en France est faible et la situation politique est juste dramatique. Donc on subit tout ça. Et très honnêtement, moi, j'aime pas trop subir enfin, ça fait partie des éléments qui ne dépendent pas de nous, mais qu'on subit directement. Cette dépendance à la France devient maintenant un problème pour le groupe. Donc, il faut qu'on puisse se renforcer dans des pays voisins où on puisse développer le groupe. Donc, et oui, la réponse est oui, on va développer le groupe dans les années à venir à l'étranger. Et ça se fera évidemment par croissance externe. Alors, pas tous les pays en même temps, on n'est pas pressé non plus. Tout ça, ça va se faire dans un temps long, mais il me tarde de pouvoir travailler ces questions-là maintenant rapidement parce que voilà, j'ai plus envie de dépendre autant de la France. Et là, avec, je connais pas du tout le bateau, hein, je suis plus le vélo. Mais, il y a un moment donné, on est lassé d'avoir le vent dans le nez quand on est en vélo parce qu'on a l'impression d'être freiné par les circonstances. En ce moment, on a le vent dans le nez, et le marché a vent dans le nez. Mmh. Quand est-ce qu'on voit un marché bouger? Est-ce qu'il y a il y a des circonstances qui peuvent le faire bouger dans un autre sens et être un peu plus avec, le vent dans le dos qui nous donne un coup de main? Et pour pouvoir l'accélérer ce phénomène, parce que Samuel, tu es très engagé. Qu'est-ce que tu mets en œuvre aussi pour que ce soit possible? Déjà, effectivement, cette situation d'avoir des vents contraires et cetera n'est pas agréable et n'est pas favorable. Alors déjà le premier point, c'est que je pense que c'est dans ces circonstances-là encore plus important d'avoir un projet, et une vision, heu, à moyen long terme. Il n'y a pas pire pour une entreprise que, de changer de stratégie, heu, en fonction, du contexte, du moment. Est-ce que pour autant, quand on dit, on a une situation, critique, qui ne dépend pas de nous et un marché, qui est pas favorable, il faut continuer, à faire la même chose, exactement pareil? La réponse est non, parce que, pour le coup, on s'use et effectivement, on se fatigue. Mais à l'image du bateau, on a un bateau qui fait la transat, Café L'Or, il est parti du Havre, il va en Martinique, il va traverser un certain nombre de situations, difficiles avec des vents compliqués, une mer, des courants contraires. Il sait où il y va et par contre, il choisit sa route, en fonction de ce qu'il rencontre pour essayer de contourner et puis, mais néanmoins de continuer à avancer. Il dit pas: «Je change de destination», parce qu'il a un front, difficile. Il dit pas: «Je vais plus en Martinique, je vais aller au Brésil». Il va en Martinique. Donc nous, on sait où on va. La conjoncture fait qu'à un moment donné, effectivement, on s'adapte à cette situation. On va ajuster aussi le développement de l'entreprise, en lien avec ce que je vous ai dit sur la stratégie, de développement international. Après moi, j'ai pas la réponse sur à quel moment ça va se débloquer. En revanche, ce qui me rend un petit peu optimiste, c'est que je sais que quand les politiques sont mises en place et menées, elles produisent des effets. Là, on est juste dans une situation un petit peu particulière où finalement, il n'y a pas de majorité qui porte un projet et on fait un budget pour faire un budget et pas pour mettre en œuvre des actions pour un projet. Donc la situation, effectivement, elle est pas satisfaisante de ce point de vue-là. Mais quand on regarde ce qui se passe dans nos pays voisins, les voisins bougent et progressent avec des croissances qui font rêver à 2-3%. Donc ça veut dire que c'est possible. Et donc j'ai envie de dire que la situation française n'est pas une situation structurelle ou normale. Donc il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte. Il faut juste créer les conditions de la confiance qui ne sont pas réunies aujourd'hui. Et donc effectivement, moi je subis ça, mais je me bats pas comme d'autres hein, sur cette situation. Alors à deux niveaux, je suis engagé, tu y as fait allusion Christophe, c'est
Je suis engagé au niveau patronal depuis longtemps, mais cet engagement patronal, finalement, n'est pas, c'est pas un pas de côté par rapport à mon activité. Mon quotidien, c'est le travail. Je fais partie de ceux qui pensent que travailler, c'est plutôt bien et que ça permet, aux personnes de se réaliser, dans la vie, quand on a la chance de pouvoir faire un travail choisi et notre métier rend ça possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de situation, difficile, mais je dis qu'en travaillant la question, on peut corriger les choses. Bon. Donc à partir du moment où on défend cette vision positive du travail, j'ai envie de défendre la position du travail dans la société française. Et là où on travaille en France, c'est dans l'entreprise. Donc on peut pas dire qu'on pourra, travailler durablement si on n'a pas d'entreprise qui prospère sur le territoire national. MEDEF, c'est la plus grosse organisation, d'entreprises de France, 250 000, adhérents. Défendre l'entreprise et l'activité économique dans le pays, c'est défendre finalement l'endroit où on travaille. Donc c'est ça la raison même de mon engagement. Et donc, partout où je passe, dès que je peux, je dis à ceux qui n'ont pas ça à l'esprit, que l'avenir du pays, pour qu'on puisse durablement vivre et travailler en France, il faut, qu'on ait des entreprises qui prospèrent, il faut qu'il y ait de la croissance et c'est ça qui permettra d'avoir, en quantité suffisante, des emplois pour permettre à tout le monde de se réaliser. Et qu'en tant qu'acteur sur ce marché-là, on va rendre possible et on va contribuer à notre place, à notre mesure, à permettre au plus grand nombre de trouver leur place dans la société par le travail. Donc c'est juste ça l'histoire. Oui, c'est aussi une belle chose pour le monde du travail temporaire que de t'avoir dans cette position au MEDEF, parce que c'est une magnifique représentation, mais aussi des entreprises de travail temporaire Mmh. à l'intérieur de ce cercle dirigeant du MEDEF. Enfin, je suis aux côtés évidemment de des confrères qui, au niveau du Prisme, le syndicat, la branche professionnelle, évidemment, on travaille ces questions de la valorisation de l'intérim, l'image de l'entreprise, le rôle que nous occupons sur le marché ce qu'on a appelé la flexibilité responsable que l'on promeut, au Prisme. Et puis effectivement, en complémentarité de ce que l'on fait, au Prisme, au MEDEF, je porte une voix qui rappelle sans cesse effectivement, l'enjeu, mais ça j'ai pas besoin de convaincre mes homologues du MEDEF c'est la croissance responsable au MEDEF, c'est la raison d'être, du MEDEF. Donc, on est très alignés là-dessus. Et effectivement, à différents moments, je peux intervenir sur le sujet des activités à forte densité de manœuvre et puis sur l'intérim en particulier. Il peut y avoir effectivement, quand on fait ce qu'on appelle, l'interpro, des sensibilités, différentes sur un certain nombre de sujets et donc voilà, j'ai ma contribution aussi sur ce sujet-là. Et on a commencé à aborder, et c'est tout à l'heure, tu as dit même, on est dans une entreprise patrimoniale. Jusqu'où ça va patrimonial? C'est quoi la suite? C'est quoi la vision de l'entreprise? Alors cette fois-ci à très long terme, en termes patrimonial? Bah, moi, quand j'ai alors effectivement, il y a une petite précision à apporter, c'est on n'est pas je suis pas dans le cas d'une entreprise, patrimoniale, transmise de père en fils depuis plusieurs générations. Heu, donc moi, je me sens pas l'obligation, si vous voulez, de transmettre à tout prix, parce que j'aurais reçu une entreprise. Je vous expliquais l'histoire de l'entreprise, mon père avait créé l'entreprise, en 91, je l'ai rejoint en 2001, on a co-construit le groupe tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas d'obligation à tout prix de transmettre, l'entreprise. En revanche, en 2011, quand, la question du projet s'est posée et cetera, j'ai fait un tour de France, j'ai rencontré les équipes et j'ai juste posé une question, hein, qui était assez simple, c'est: «Est-ce qu'on mérite de continuer à exister? Et si oui, pourquoi?» C'est comme ça qu'on a construit le projet 2021. Et à l'issue de ce tour de France de tous les collaborateurs, moi, je me suis forgé la conviction qu'on avait, sur ce marché, quelque chose de différent à apporter durablement. Donc c'est comme ça qu'on a construit le projet et je pense qu'il est important que sur ce secteur d'activité, à côté des entreprises étrangères qui sont de surcroît financiarisées, il y ait, des opérateurs comme nous qui sommes des entreprises patrimoniales indépendantes. Si on pousse le trait, c'est il y a un enjeu de souveraineté. Donc je pense, la réponse est oui, il faut que l'entreprise puisse être pérenne durablement. Alors après, comment?
Comment? J'ai des enfants, dont un qui est rentré dans l'entreprise, un qui est pas très loin, sur une activité connexe, et puis un jeune qui est encore, au lycée, donc il y a pas de sujet. Donc je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je ne sais pas si mes enfants seront en responsabilité dans l'entreprise demain. Mais il y a pas d'obligation d'ailleurs d'être, exécutif, nécessairement. À la limite, au niveau exécutif, il faudra que ce soit les meilleurs qui prennent qui s'occupent des opérations. En revanche, ce qui est important, c'est que le capital, lui, reste stable, reste, familial, pour éviter de tomber dans la financiarisation de 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 l'activité. Parce que ce qui fait défaut, je pense, à aux entreprises, c'est quand on rentre dans cette logique financière où finalement, on travaille non pas pour la finalité d'activité, mais pour tout simplement faire plaisir à des actionnaires, financiers qui attendent du rendement. Donc je pense que ça nous confère encore une fois un luxe, et un confort qui est intéressant, qu'il faut absolument garder durablement. Donc il faut mon rôle, au titre de la transmission, c'est de m'assurer que les conditions seront réunies pour qu'on ne tombe pas dans la financiarisation de l'activité. Et donc, c'est ça que je vais essayer de rendre possible d'une façon ou d'une autre pour permettre à l'activité de continuer, aux entreprises et aux collaborateurs surtout de continuer à grandir, dans le groupe. Tu parlais tout à l'heure, de la politique de l'offre qui était très importante pour toi, Samuel. En quoi est-ce que tu penses que le digital peut apporter une offre différente sur le marché, de l'intérim, du staffing, du recrutement de manière générale? Le digital, enfin les outils, en général, mais voilà, l'approche digitale, est de mon point de vue, une formidable opportunité de transformer, l'activité qui était dans le passé assez traditionnelle et qui permet, de toucher des publics nouveaux, des cibles nouvelles, dans des secteurs d'activité différents, mais aussi des publics différents, et je pense notamment aux jeunes générations. Après, est-ce que l'entreprise, actuelle sera une entreprise 100 digitale, demain? La réponse est non. On va avoir une approche digitale qui est tout simplement voilà, on mixe, les 2, mais on n'a pas le droit, je pense, aujourd'hui, de se passer de tout ce que nous procure, l'évolution technologique des outils et l'IA en particulier pour rendre possible une meilleure expérience, heu, candidat, client et collaborateur. Et est-ce qu'une transition digitale réussie est un facteur qui va permettre de poursuivre la croissance du travail temporaire à l'intérieur du champ du travail? Oui, on avait quand même un modèle traditionnel qui reposait sur un maillage du territoire avec des agences physiques, qui étaient nécessaires en proximité pour pouvoir opérer. La proximité n'est pas nécessairement une proximité, géographique, c'est une proximité dans la relation. Parce qu'on peut être finalement, côte à côte ou proche physiquement et éloigné, dans la distance. J'utilise souvent l'image d'ailleurs des bureaux, au siège du groupe où j'ai intercepté parfois des mails, entre collaborateurs qui sont à 3 mètres l'un de l'autre. Je trouve pas que c'est une relation de proximité que de s'envoyer un mail quand on est enfin, et donc je pense que le digital rend possible, là où le modèle traditionnel des agences d'emploi, c'était, le développement passait nécessairement par des agences physiques. Certains grands groupes avaient des agences, à tous les coins de rue. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'avoir des petites boutiques, à tous les coins de rue? On a vu la transformation déjà des agences physiques, hein, où finalement, la petite boutique, de centre-ville a donné place à des bureaux d'accueil beaucoup plus importants, avec des parkings en périphérie. Je pense que le digital rend possible aussi des interactions avec des cibles, différentes qui nous obligent à repenser la façon dont on accueille, les personnes et dont on interagit avec eux. Donc ça va impacter le modèle en France, là où nous sommes déjà présents, et puis ça va évidemment avoir un impact très fort sur le développement international. Est-ce que pour développer un pays, demain, on a l'obligation, d'avoir un maillage avec énormément d'agences comme on avait en France jusqu'à présent? La réponse est non. L'idée, c'est que d'avoir une taille de réseau qui permet d'avoir un point d'appui dans le pays, mais doper, cette entreprise avec une solution digitale puissante qui permette d'accélérer, le développement dans le pays. Donc oui, stratégiquement, le digital pour nous est très important. Peut-être un autre pilier du succès d'Actual et de son développement, la marque. En tout cas, ces derniers temps et ces derniers mois, on voit émerger de plus en plus la marque, Actual.
est-ce que c'est, une volonté stratégique de ta part d'investir plus massivement dans le sport notamment, le LOSC, au foot? Idem sur la partie, rugby avec le Stade Toulousain et évidemment avec, le bateau ultime, que vous avez. Comment est-ce que tu penses à cette stratégie, de brand awareness pour se faire connaître, Mmh. du grand public? Alors, on a, dans l'histoire du groupe, eu donc ces différentes étapes. À partir du moment où on reprend des entités qui fonctionnent, qui sont ancrées dans leur territoire, qui ont une marque forte, même localement. Heu, la casser pour, la casser, ça n'a pas de sens. Donc on n'était pas dans un process d'intégration, systématique, des entreprises, reprises et donc on a développé, le groupe jusqu'en 2021 en ayant, finalement, plusieurs marques, plusieurs réseaux, multimarques, avec des marques par spécialité, et c'est vrai que pendant un certain temps, le sujet de la marque n'a pas été le sujet, de préoccupation premier. Sauf qu'en 2021, je me suis retrouvé dans une situation où finalement il n'y avait pas une entreprise actuelle, il y avait plusieurs entreprises, plusieurs systèmes d'information, plusieurs organisations. On avait 3 groupes, finalement et 19 activités, qui, cohabitaient les unes à côté des autres. On avait même des activités qui potentiellement pouvaient se retrouver en concurrence, les unes aux autres. Alors c'est très stimulant en interne et ça peut produire des effets, intéressants. Mais j'ai envie de dire qu'on était arrivé un petit peu au bout de ce processus et ça n'aurait pas eu de sens de continuer comme ça durablement. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, d'être, patron d'une, holding, financière, qui, voit les petites activités se développer aux uns aux autres. À un moment donné, on s'est dit: «Il faut qu'on harmonise, et que, on puisse, travailler ce sujet-là, différemment». Donc on a rangé la maison, tout simplement, on a rangé la chambre, en revoyant notre architecture de marque, en travaillant, le sujet des process et l'organisation, avec effectivement cet enjeu de dire: «Il faut que notre marque soit plus forte, qu'elle soit connue» et donc il y a un enjeu de communication, derrière ça et dans les choix de vecteurs de communication, on peut utiliser les médias traditionnels, mais quand on est acteur dans le domaine des services, c'est vrai que dire, «Venez chez nous, on est les plus beaux et on est les plus forts», ça a vite ses limites, on pourrait pas trop dire montrer. L'avantage du sponsoring, c'est que quand on soutient des clubs ou des sportifs de haut niveau, là, on est dans l'incarnation des valeurs et de ce qu'on prône au quotidien, à savoir que, pour devenir un sportif de haut niveau, quelle que soit la discipline, ça se fait pas par hasard. C'est juste beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et de persévérance, d'échecs, de répétition, et cetera. Et donc, moi, je trouve que le sport, en général, est très inspirant pour les valeurs du monde du travail. Il y a beaucoup de parallèles entre les 2 et c'est comme ça que, très tôt, on a choisi de choisir le sponsoring comme mode de communication et très tôt aussi, dans le sponsoring, le bateau a pris une place importante et je trouve que le bateau et la voile, incarnent parfaitement, ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. En revanche, ça n'a pas été suffisant parce qu'il y a d'autres disciplines qui sont très populaires. Je pense au football. Et puis il y a des régions qui sont plutôt rugby que foot. Au début de l'entreprise, on n'était pas du tout dans le sud-ouest, ok, pas de sujet. À partir du moment où on a été assez fort dans le sud-ouest, à le Stade Toulousain, j'ai assez tôt compris que dans le rugby, le Stade Toulousain avait une place particulière. Mais globalement, c'est vrai qu'on a une démarche de sponsoring qui est assez soutenue. C'est ce que je trouvais aussi très remarquable parce que ça amène une cohérence entre la vision des valeurs portées par la marque autour de l'incarnation dans le sport. Donc ça amène une continuité dans cette notion de valeur qui soutiennent la stratégie, mais aussi qui font rayonner la marque. Exactement. Samuel, est-ce que tu as un livre qui t'inspire professionnellement? Dans les livres récents qui j'ai trouvé assez intéressants, il y a le livre, alors attendez, comment il s'appelle? Il s'appelle «L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas». C'est un livre qui dit en résumé que les entreprises, doivent être impliquées, engagées dans ce qu'elles portent, une approche responsable, mais engagées aussi dans les territoires et cetera.
Et il y a beaucoup de transformations qui vont s'opérer grâce au rôle des acteurs économiques. Et donc, cette dimension d'entreprise engagée sont les entreprises qui cocheront cette case d'être politique au sens noble du terme. C'est pas de faire de la politique pour faire de la politique, c'est de contribuer au bien commun. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je suis très convaincu par ça. C'est ce qu'on essaie d'incarner dans le groupe de multiples façons. Et je dis, tiens, je suis pas un ovni tout seul dans mon coin à penser ça. Il y a d'autres qui pensent la même chose et ça me rassure. Merci pour ce magnifique moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les Merci deux. beaucoup. Merci.